Alors, qu'est-ce que ça représente maintenant, l'arrivée de Chadli? L'arrivée de Chadli serait une sorte de partage de poire en deux. Alors, nous ne prenons ni la radicalité bureaucratico-totalitaire, ni ce qui se présenterait comme une ouverture sur l'Occident un peu trop voyant. C'est ça le projet. Non, mais le juste milieu de l'ancien président Chadli Benjelloun. Mais l'ancien président Chadli Benjelloun, qu'est-ce qu'il pouvait incarner à l'époque? Idéologiquement parlant, cela veut dire peut-être que toi, à titre d'intellectuel, peut-être que tu es en train d'accorder beaucoup d'intelligence aux décideurs de l'époque, qui, de mon point de vue, modestement, je pense qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce que tu es en train de dire maintenant. C'est pas ce type de réflexion à l'époque. Est-ce qu'ils étaient à l'époque au niveau de la réflexion idéologique pour dire qu'il fallait trouver une solution médiane entre un radicalisme bureaucratique totalitaire à la soviétique et une sorte d'ouverture soft à l'européenne, etc., etc. Peut-être que tu leur accordes beaucoup d'intelligence, alors que peut-être le débat il était lié à des personnes, à des rapports de force, à une mémoire pas très lointaine par rapport à la guerre de libération, à la position des uns et des autres, aux intérêts, à des petits problèmes. Parce que, à voir ce qui s'est passé par la suite avec le départ de Chadli, l'improvisation avec laquelle on gère les affaires de l'État et comment décider de la mise en place d'un tel ou tel à la tête du pouvoir, franchement, il n'y a ni intelligence, ni stratégie, ni rien du tout. Je suis très prudent. Pourquoi? Parce que, d'abord, le niveau décisionnel est un niveau opaque. C'est pratiquement la sphère militaire qui décide. Les caractéristiques propres au personnel militaire, au personnel d'encadrement militaire, je ne les connais pas. Par contre, il m'a été donné l'occasion de connaître certains officiers supérieurs. Comme tout le monde, certains que je connaissais de longue date, du temps où j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de les connaître alors qu'ils étaient des militaires, avant d'être versés dans les services. Plus tard, quand je les ai retrouvés plus tard, ils n'étaient plus dans l'armée, ils étaient dans les services. C'était des gens qui avaient la curiosité de la chose politique, qui étudiaient, qui étaient des universitaires. Mais est-ce qu'ils étaient dans la décision? C'est ça la question. Est-ce que l'intelligence au sein de l'armée en Algérie, l'intelligence dans le sens, pas renseignement, l'intelligence dans le sens vision, clairvoyance, conception, stratégie, fondation, refondation de l'État, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais est-ce qu'elle a eu la chance d'accéder à des positions décisionnelles au sein du pouvoir? Est-ce qu'on lui a donné la chance d'émerger en tant que facteur de prise de décision important, en tant qu'acteur de décision? C'est ça, bien sûr qu'il y a sûrement des militaires qui sont intelligents, qui sont clairvoyants, mieux que des civils qui lui sont mieux que des militaires. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Non, attends, parce que la question est très pertinente, il n'y a pas de doute. A posteriori, je dis bien a posteriori, parce que la caste militaire est très opaque, vraiment. En tout cas, moi, je n'y connais rien. Mis à part, j'ai dit quelques individus que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ils n'ont jamais essayé, entre nous, juste, c'est une parenthèse, ils n'ont jamais essayé de tenter de te recruter, parce que la sécurité militaire de l'époque, comme le DRS de plus tard, etc., ils ont cette culture soit de recruter, soit de faire circuler la rumeur que X, Y, il fait partie de DRS ou de la sécurité militaire. Oui, mais ça, tu n'as jamais essayé de... Je me suis occupé de ça. Non, je plaisante, parce que c'est une parenthèse juste pour aérer un petit peu. Moi, je suis parti d'Alger en 1970. Avant 70,
Avant 70. J'étais jusqu'à 1968 à Constantine. À Constantine, j'étais un étudiant, je vivais au lycée où j'avais une pionne, j'étais un autonome, totalement autonome, et je vivais de ma paye de maître d'internat. Je n'avais aucun contact ni de près ni de loin, ni avec la police, ni avec la gendarmerie. J'étais une sorte d'anarchiste complètement fou, vivant dans mes livres et vivant dans un peu essayant de vivre dans le microcosme constantinois. Quand je suis venu j'ai été mobilisé en 67, comme tous les étudiants de l'époque. J'étais à l'université, donc on a été mobilisé après la guerre des 6 jours. J'ai été affecté à la défense contre-avion, la DCA de El Raya. J'ai débarqué dans cette caserne. Personnellement, je n'ai jamais été entrepris, ni par un sous-officier, ni par un officier. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais été entrepris. Quand j'ai quitté la caserne, je suis rentré, j'ai fini mon année 68 à Constantine, je suis venu en 69, je me suis inscrit à la faculté, j'ai fait mon année de faculté. En 70, je suis parti avec une bourse de coopération technique pour faire ma C'est parfait. Alors, attends une seconde. Apparemment, la question. Non, mais tu me demandes ce que j'ai fait. Oui, tu as parfaitement raison. En 1968, j'ai débarqué à Alger en septembre 68. J'arrive à Alger, je rencontre... Tu es né en quelle année là? Parce que les gens qui nous suivent aujourd'hui, lorsque tu parles des années 67, tu as été, je ne sais quoi, Constantine dans les années 60, 50, etc. Bon, moi je te vois, vous êtes d'accord avec moi, il garde bien sa jeunesse, n'est-ce pas? Mais apparemment, quel âge as-tu maintenant là? J'ai 65 ans. Il a 65 ans. Ce jeune homme-là, il a 65 ans. Alors, continue rapidement, parce que moi, c'était juste une parenthèse, c'est juste pour te taquiner, et pour un petit peu pimenter un petit peu le débat. Absolument. Parce qu'on nous accuse tous, hein, à un moment ou à un autre, on nous bascule comme ça des informations. Moi, je crois que je n'étais pas recrutable. Ah bon? Tu étais un anarchiste? J'étais un anarchiste vraiment au sens propre du terme. Sauf en 68-69, quand je suis arrivé, j'étais à l'université, j'étais un agitateur. J'étais membre du comité de photographie, les copains de l'UNEA me connaissent. Et par contre, en activité politique, j'avais une activité clandestine. Ah! Oui, parce que j'avais retrouvé un certain nombre de copains ici qui étaient de Constantine. Et j'avais fait la connaissance d'un certain nombre de gens ici, des Marocains, des Dofari, des Yéménites, des Éthiopiens, des Érythréens, des Palestiniens, du FPLP, du FDPLP. On a créé le comité de soutien au mouvement révolutionnaire arabe en 69. Et nous avons activé ici à Alger toute l'année 69 et début 70. Et ensuite je suis parti. C'est-à-dire au lieu de nous créer des mouvements clandestins, oui, pour pouvoir contrecarrer le pouvoir en place à Alger. Oui. Militaro, bureaucratico, stalinien. Oui, oui. Vous créez des mouvements pour défendre des causes qui sont loin de vous de quelques milliers de kilomètres. Ah non, mais la question palestinienne... D'accord, elle est importante, mais la question algérienne, sous un régime qui vient de connaître un coup d'État aussi, oui, oui, qui a été pris par la force, c'est une chose importante. D'accord. Il est nécessaire que de faire l'autocritique aussi des élites, des agitateurs de l'époque que vous étiez. Oui, mais moi, si tu veux, à l'époque, quand j'étais à Alger, je ne connaissais pas les gens, je connaissais les gens de l'UNEA, je savais plus ou moins quelle était l'orientation des gens de l'UNEA. Ils sont très proches du PAX. J'ai des affinités avec le PAX, mais je ne partage pas tous les points de vue du PAX. Et à l'époque déjà, il y avait un certain nombre de points de rupture avec les communistes algériens, notamment sur le problème des libertés, l'intervention russe à Prague, où j'étais fondamentalement contre. En 68, avec le mouvement Dobtchev, etc. Radicalement contre l'intervention soviétique. Contre l'intervention soviétique. Et ça, je ne pouvais donc pas être capté par le mouvement communiste. J'étais, on appelait ça les gauchistes de l'époque. Et il se trouve que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à lire, grâce à la littérature qui se vendait d'ailleurs, je l'achetais, grâce à la littérature chinoise et vietnamienne, je me suis intéressé au mouvement maoïste. Et vraiment, ça m'a passionné. J'ai commencé
Donc je passais pour un maoïste. Et par conséquent, je n'étais pas intégrable pour nos amis communistes. Et dans le maoïsme, et à l'époque, les années 69, comme on avait dit, encore Alger était la Mecque de la révolution. Donc il y avait beaucoup de mouvements, il y avait les Black Panthers, il y avait les Cubains, il y avait les Africains, Guinéens, il y avait les Dofabis, les Yéménites. Moi je croyais très dur à la révolution arabe venant des révolutions du Dhofar, du Yémen et de la Palestine. Dhofar, c'est quoi? Dhofar, c'est une petite région entre Muscat et le Yémen. Muscat, c'est Sultanat Oman. C'est Sultanat Oman et le Yémen. D'accord. Le Yémen du Sud. À l'époque. C'est une petite province de révolutionnaires, un peu comme. C'était une région montagneuse, un peu comme les Pashtuns en Afghanistan. En Afghanistan, c'est des tribus guerrières qui, à l'époque, étaient menacées par des opérations militaires combinées entre le Shah d'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'ils ont été cassés. Il y avait quelques Dhofaris ici. Moi, j'en ai emmené 2 ou 3 de temps à autre manger chez ma soeur parce qu'elle habite derrière l'université. Et donc j'avais sympathisé avec eux, vraiment j'étais pris. Et effectivement, tu as raison, je n'avais pas trouvé un cadre à l'époque propre à l'Algérie. Sauf le cadre communiste. Le cadre communiste ne pouvait pas me récupérer parce que mes positions étaient très claires vis-à-vis de l'intervention soviétique. Les autres cadres qui existaient, à l'époque, à tort ou à raison, et je le dis, peut-être ça c'est une autocritique. Je considérais que les mouvements proches du FFS étaient berbéristes. Donc ils ne m'intéressaient pas. Et le berbérisme pour toi, c'est le régionalisme? Le régionalisme kabyle. C'est ça. Déjà à l'époque, il y avait ces préjugés. Ah oui, surtout. Et je dois dire que je me suis laissé un peu prendre par l'idéologie de l'époque parce que je n'ai pas approché Moued Ma'amri, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Quand j'étais arrivé à Alger, j'avais plus ou moins entendu parler qu'il y avait un prof d'arabe qui s'appelait Mark Al-Jala qui avait été obligé de sauter par la fenêtre pour fuir de l'université parce que la sécurité militaire était venue l'arrêter. Il était connu comme un élément berbériste, agrégé d'arabe, s'il te plaît. Voilà. C'est pas n'importe qui. Et donc, on parlait des mouvements de démocrates, etc. Et le berbérisme, franchement, l'arabe, là, c'est peut-être ma culture d'époque. J'étais en plein dans la culture arabe que j'adorais, je l'ai hérité de mon père, et j'étais dans la culture française. Les deux mamelles culturelles auxquelles je m'abreuvais, c'était la langue arabe, la civilisation arabe pour laquelle j'ai toujours eu une passion, j'ai gardé cette passion à ce jour, et la civilisation européenne, et en particulier française, parce que simplement j'utilise la langue française. C'est parfait. Donc revenons maintenant, parce que ça nous a permis quand même de connaître un autre petit visage, caché, je vais dire. Il n'y a pas de burqa. Notre petit visage de l'Akhdar Mou'agel. C'est très important parce que on comprendra plus tard pourquoi l'Akhdar Mou'agel, à la fin de cette rencontre, on aura compris pourquoi l'Akhdar Mou'agel approche les problèmes algériens, l'histoire contemporaine de l'Algérie de cette façon, aussi bien sur le plan de la méthode que sur le plan, j'allais dire, idéologique. Pourquoi est-il pense-t-il de cette façon, approche-t-il les problèmes de l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie contemporaine, de cette façon, le régime politique, etc. Donc, structurellement parlant, l'arrivée de Chadli Benjedid à la tête du pouvoir, il était clair que sur le plan de la démarche, marquait une sorte de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de rupture, parce que ça a commencé par d'abord remettre en cause tout l'héritage de Boumediene. Les zones clés de Boumediene étaient également mises à l'écart, à commencer Taleb, qui n'était pas dans ministre des affaires étrangères, c'est lui qui a remplacé, il a été, pas directement. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été ministre des Affaires étrangères déjà plus tard.
86. Voilà, plus tard, mais je parle de 79, lorsqu'ils ont mis à l'écart, parce que Bouteflika lui-même, Oui. Il a été mis à l'écart, mais pas tout à fait. C'est-à-dire il était resté conseiller, il n'était pas dans la décision, il n'avait pas de portefeuille, il était resté conseiller jusqu'en 1980, Oui. après l'éclatement de l'affaire avec le ministère de la Finance et de la Justice de l'époque, etc. Mais il était resté quand même à l'intérieur du pouvoir, mais était à la marge déjà. Est-ce que, sur le plan idéologique, sur le plan politique, est-ce que Chadli de l'époque, l'ancien président Chadli, pouvait-il incarner un quelconque changement